Victor Hugo, Le Rhin, suite, page 9. Étude fort mêlée, c'est le mot exact. Mais il ne l'emploie pas ici pour qu'on le prenne en mauvaise part. Tout en cherchant à sonder la question d'avenir qu'offre le Rhin, il ne se dissimule point, et l'on s'en apercevra d'ailleurs, que la recherche du passé l'occupait, non plus profondément, mais plus habituellement. Cela se comprend d'ailleurs. Le passé est là en ruine. L'avenir n'y est qu'en germe. On n'a qu'à ouvrir sa fenêtre sur le Rhin, on voit le passé. Pour voir l'avenir, il faut qu'on nous passe cette expression, ouvrir une fenêtre en soi. Quant à ce qui est du présent, le voyageur put dès lors constater deux choses. La première, c'est que le Rhin est beaucoup plus français que ne le pensent les Allemands. La seconde, c'est que les Allemands sont beaucoup moins hostiles à la France que ne le croient les Français. Cette double conviction, absolument acquise et invariablement fixée en lui, devint un de ses points de départ dans l'examen de la question. Cependant, les choses diverses que, durant cette excursion, il avait senties ou observées, apprises, le temps de tourner la page, apprises ou devinées, cherchées ou trouvées, vues ou entrevues, il les avait déposées, page 10, chemin faisant, dans des lettres dont la formation, toute naturelle et toute naïve, doit être expliquée au lecteur. C'est chez lui une ancienne habitude qui remonte à 12 années. Chaque fois qu'il quitte Paris, il y laisse un ami profond et cher, fixé à la grande ville par des devoirs de tous les instants qui lui permettent à peine la maison de campagne à 4 lieues des barrières. Cet ami qui, depuis leur jeunesse à tous les deux, veut bien s'associer de cœur à tout ce qu'il fait, à tout ce qu'il entreprend, à tout ce qu'il rêve, réclame de longues lettres de son ami absent, et ces lettres, l'ami absent les écrit. Ce qu'elles contiennent, on le voit d'ici, c'est l'épanchement quotidien, c'est le temps qu'il a fait aujourd'hui, la manière dont le soleil s'est couché hier, la belle soirée ou le matin pluvieux, c'est la voiture où le voyageur est monté, chaise de poste ou carriole, c'est l'enseigne de l'hôtellerie, l'aspect des villes, la forme qu'avait tel arbre du chemin, la causerie de la berline ou de l'impériale. C'est un grand tombeau visité, un grand souvenir rencontré, un grand édifice exploré, cathédrale ou église de village, car l'église de village n'est pas moins grande que la cathédrale. Page 11. Dans l'une et dans l'autre, il y a Dieu. Ce sont tous les bruits qui passent, recueillis par l'oreille et commentés par la rêverie, sonnerie du clocher, carillon de l'enclume, claquement du fouet du cocher, cri entendu au seuil d'une prison, chanson de la jeune fille, juron du soldat. C'est la peinture de tous les pays, coupée à chaque instant par des échappées, sur ce doux pays de fantaisie dont parle Montaigne, et où s'attardent si volontiers les songeurs. C'est cette foule d'aventures qui arrive, non pas au voyageur, mais à son esprit. En un mot, c'est tout et ce n'est rien. C'est le journal d'une pensée, plus encore que d'un voyage. Pendant que le corps se déplace, grâce au chemin de fer, à la diligence ou au bateau à vapeur, l'imagination se déplace aussi. Le caprice de la pensée franchit les mers sans navire, les fleuves sans pont et les montagnes sans route. L'esprit de tout rêveur chausse les bottes de 7 lieues. Nous allons à la page 12.